Section 9 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 9. Le garde Fargeau. Le matin du même jour, Léonce s'était éveillé, dispos et sans fièvre, dans la chambre qu'il occupait à Mercoire. Grâce aux soins empressés des personnes de la maison, et surtout de la digne religieuse, sa blessure était en bon train de guérison, et sauf la faiblesse résultant de la perte de son sang, il semblait s'en ressentir à peine. Mais si le corps se trouvait dans un état satisfaisant, en revanche l'esprit n'était pas tranquille. La nouveauté de la situation, les révélations de son oncle, et plus que tout cela, certains souvenirs récents, tenaient le jeune homme dans une agitation constante. Parfois, il demeurait silencieux et rêveur, puis il accablait ses gardes-malades de questions indifférentes en apparence, mais qui devaient avoir un but caché. Peut-être ce but n'était-il pas un mystère pour le prieur et pour sœur Magloire, car ils échangeaient des regards d'intelligence à chaque demande un peu trop directe de Léonce. Celui-ci s'en aperçut, et son agitation s'en augmenta. Bientôt il parla de se lever, de descendre au salon, de prendre part à la chasse. Vainement lui représentait-on le danger de tout mouvement avant que sa blessure fût entièrement cicatrisée. Il ne voulut rien entendre. Force fut donc, pour le calmer, de consentir à ce qu'il s'habillât, à la condition cependant qu'il ne quitterait pas la chambre, et qu'il se tiendrait dans un fauteuil, en face d'une fenêtre qui donnait sur la grande cour du château. On tira de la valise de Léonce des vêtements de rechange, les siens ayant subi de trop rudes atteintes dans l'événement de la forêt. Le bon prieur servit lui-même de valet de chambre à son enfant d'adoption, et quand le jeune homme fut habillé, quand sœur Magloire eut soutenu son bras malade avec une écharpe, on l'installa près de la fenêtre, et il sembla prendre plaisir à regarder la foule qui allait et venait sans cesse dans la cour. Le père Bonaventure et sœur Magloire profitèrent de ce moment pour descendre au salon, où d'autres devoirs pressants réclamaient leur présence, et ils laissèrent Léonce continuer paisiblement ses observations. Quand le prieur remonta seul une heure plus tard, son neveu, debout, le teint animé, se promenait dans la chambre avec une émotion extraordinaire. Léonce, en le voyant, courut à lui et lui dit d'une voix étouffée: Mon oncle, mon bon oncle, je vous en conjure, emmenez-moi d'ici. Je suis bien maintenant, je pourrai voyager. Oh, par pitié, ne me retenez pas plus longtemps dans cette maison, si vous ne voulez que j'y meure de colère et de chagrin. Et il fondit en larmes. Le père Bonaventure, aussi surpris qu'affligé de ce transport inattendu, obligea Léonce à reprendre sa place. Que s'est-il donc passé, mon enfant demanda-t-il avec bonté. Vous étiez tranquille tout à l'heure. D'où vous vient cette résolution si violente et si subite? Le jeune homme ouvrit la bouche comme pour faire un aveu, mais un sentiment secret l'arrêta, et il baissa la tête en sanglotant. Le prieur s'assit à côté de lui. Voyons, Léonce, poursuivit-il, parlez avec franchise. N'avez-vous plus confiance en moi, votre parent, votre meilleur ami? Que vous est-il arrivé? Qui donc vous a parlé pendant mon absence? Personne, mon oncle. Alors qu'avez-vous vu de cette fenêtre pour vous désoler ainsi? Rien, rien, mon oncle, je vous assure. Le père Bonaventure fixa sur lui son regard à la fois bienveillant et inquisiteur. Léonce subit cet examen avec un malaise visible. Bon, j'y suis, reprit enfin le moine en souriant. Vous aurez vu partir cette jeune étourdie, mademoiselle de Barjac, avec le baron de la Roche-Boisseau, et vous aurez été choqué de l'apparente familiarité qui régnait entre eux, n'est-ce point cela? Et pourquoi serais-je étonné ou fâché de ce que peut faire la dame de ce château? Demanda Léonce d'un ton sec et sans lever les yeux. Que m'importe à moi si mademoiselle de Barjac se plaît à coqueter et à courir les bois en compagnie d'un débauché tel qu'on dit être le baron? Cependant, mon oncle, continua-t-il d'un ton différent, la pupille de l'abbaye de Frontenac devrait-elle se conduire avec cette compromettante légèreté? N'avez-vous pas une pleine autorité sur cette imprudente jeune fille jusqu'à l'époque de son mariage? Et pouvez-vous souffrir? Allons, mon enfant, interrompit le prieur doucement. N'oubliez pas que cette pauvre Christine ne saurait être jugée d'après la règle commune. Elle commettait hier au soir une inconvenance bien plus grande encore, en vous transportant dans ses bras, malgré les sourires à peine dissimulés de tous les habitants du château. Et vous n'avez pas songé à vous en plaindre. Mademoiselle de Barjac est une honnête personne, pleine de droiture et assez énergique pour imposer le respect à quiconque voudrait s'en écarter. Le croyez-vous, mon oncle?
Oubliez-vous donc les menaces que le baron vous adressait hier encore, quand il vous disait qu'en dépit de vous-même, en dépit du monde entier, il voulait se faire aimer de mademoiselle de Barjac? Ne vous a-t-il pas défié ouvertement de l'en empêcher? Et il avait raison, mon révérend père. Oui, il avait raison, car elle l'aime déjà. Elle l'aime, je vous l'assure. J'en atteste les regards caressants qu'elle lui lançait tout à l'heure, là, sous ma fenêtre. J'en atteste l'orgueil et la joie dont j'ai surpris l'expression sur les traits de cet insolent gentilhomme. Et cachant son front dans sa main, il donna de nouveau libre cours à ses sanglots. Le moine semblait partager entre une indulgente pitié et des sentiments d'une nature différente. Voyons, mon cher Léonce, reprit-il avec embarras, ne vous lamentez pas ainsi. Comme vous le disiez tout à l'heure, que vous importent les façons d'agir de mademoiselle de Barjac? Mais non, ajouta-t-il aussitôt en se reprenant, cela vous importe beaucoup, j'en ai la certitude. Aussi me décidez-vous à vous apprendre des choses sur lesquelles je devrais encore me taire, peut-être. Ne vous découragez pas. Quelque inexpérience que j'ai en pareille matière, je crois que mademoiselle de Barjac n'aime pas le baron de la Roche-Boisseau. Il s'arrêta. Léon s'était frappé de surprise. Ses larmes se séchèrent subitement. Mon oncle, s'écria-t-il pendant que le cœur lui battait avec violence, je vous en conjure, expliquez-vous. Je ne puis m'expliquer davantage, répliqua le prieur. Je vous répète seulement que, malgré de frivoles apparences, mademoiselle de Barjac n'aime pas monsieur de la Roche-Boisseau, et que l'aima-t-elle, la détestable conduite du baron, le mauvais état de sa fortune, et surtout sa religion, creuseraient entre lui et elle un abîme infranchissable. Non, jamais notre belle et riche pupille ne deviendra la proie d'un pareil homme. Et se prétendant évincé, la carrière reste ouverte à toutes les autres prétentions raisonnables. Et parmi ces prétentions raisonnables, demanda Léonce haletant, compteriez-vous celle d'un pauvre enfant sans naissance, étranger au monde, qui aurait osé lever les yeux sur cette noble et opulente héritière? Et pourquoi pas, Léonce? Dit le père Bonaventure tranquillement. Le jeune homme jeta son bras autour du cou du prieur. Serait-il possible, mon ami, mon bienfaiteur, mon père? S'écria-t-il transporté. Est-ce bien vous, toujours si prudente et si sage, qui me parlez ainsi? La pensée m'est venue depuis hier, je ne sais trop pourquoi, que mon amour n'était pas un secret pour vous, et que peut-être vous l'aviez vu naître sans colère. Mon oncle, dites-moi la vérité, que dois-je espérer, que dois-je croire? Pourrais-je en effet aspirer sans témérité à la main de cette charmante Christine? Eh bien oui, Léonce, répliqua le moine avec entraînement. Vous n'avez pas voulu comprendre jusqu'ici mes demi-mots et mes réticences, mais puisque vous me pressez à ce point, sachez-le donc. Il n'y a pas si loin que vous le pensez, de mon neveu à l'héritière et à la fille unique du comte de Barjac. Il est donc vrai? Et c'est vous, vous mon oncle, qui m'encouragez dans ces espérances si absurdes, si audacieuses? Pas d'illusion, mon enfant, répliqua le prieur en secouant la tête. Et encore une fois, gardez-vous d'aller trop loin. Tout dépendra de certains événements, et particulièrement de la volonté, des caprices peut-être, de mademoiselle Christine. En effet, nous pouvons bien empêcher notre intraitable pupille de faire un mauvais choix, mais il ne nous appartient pas de lui imposer le choix que nous aurons fait. C'est à ceux qui se croient dignes d'elle de lui inspirer des sentiments d'estime et d'affection. Et s'il vous faut l'avouer, Léonce, vous avez, à mon avis, plus que personne chance d'y réussir. Sur cette seule espérance, mon oncle, je suis prêt à jouer tout mon avenir, tout mon bonheur. J'avais cru que mademoiselle de Barjac éprouvait pour moi de l'éloignement, et je pensais... Mais j'étais dans l'erreur sans doute. Je me fie à vous, certain que vous ne pouvez vous tromper, ni vouloir me tromper. Oh Christine, chère Christine, il m'est donc permis de vous aimer sans crainte et sans remords. Le prieur, de sa voix onctueuse et persuasive, essaya de ramener le jeune homme à plus de réserve et de mesure dans ses pensées. Il lui fit entrevoir vaguement que bien des difficultés pouvaient s'opposer encore à la réalisation de ses vœux. Léon s'écoutait à peine. Le jour nouveau qui éclairait son amour naïf le ravissait après tant d'obscurités et de secrètes angoisses. Cependant, son oncle commençait à lui faire envisager d'une manière plus calme les suites possibles de cette passion, quand on frappa doucement à la porte, et sœur Magloire, au grand regret de Léonce, vint interrompre l'entretien. La religieuse avait un air embarrassé. Mon révérend père, dit-elle presque à voix basse, il y a en bas le bonhomme Fargeau, cet ancien tenancier de Varinas, que vous avez nommé garde général de la forêt de Mercoire. Il aurait dû assister avec les autres à la battue, mais il s'en est dispensé parce qu'il veut vous entretenir d'une affaire qu'il est extrêmement pressée.
Je lui ai vainement représenté que vous étiez accablé d'occupation, que vous aviez nos comptes à examiner, et que la maladie de votre neveu absorbait tous vos moments. Il n'a voulu rien entendre, et il a pris avec moi un ton presque menaçant. Il m'a tellement intimidé que je n'ai pu me dispenser de l'introduire dans le petit salon jaune où il vous attend. Vous avez bien fait, ma sœur, répliqua le prieur en se levant précipitamment. Il est nécessaire en effet que je voie Fargeau. Dites-lui de ne pas s'impatienter, je descends à l'instant. Sœur Magloire parut fort étonnée de la déférence que l'important dignitaire de l'abbaye de Frontenac montrait pour un garde forestier, mais elle ne fit aucune observation, et après s'être inclinée profondément, elle sortit pour exécuter les ordres du père. Celui-ci restait debout, le front soucieux. Léonce, reprit-il, je vous disais que bien des obstacles s'opposaient encore à l'exécution de nos projets. En voici peut-être un nouveau sur lequel je n'avais pas compté. Ne vous hâtez donc pas de vous livrer à des espérances prématurées. L'œuvre de votre bonheur sera peut-être fort laborieuse. Courage pourtant, et mettons notre confiance en Dieu. Et il quitta la chambre avec une préoccupation visible. Léonce, demeuré seul, se livra quelques moments encore à ses riantes idées, malgré l'avertissement inquiétant du prieur, puis il se mit à regarder de nouveau par la fenêtre. Mais la cour était maintenant déserte, le château semblait lui-même abandonné. Une fiévreuse impatience s'empara de Léonce. Elle ne revient pas, murmura-t-il. Où peut-elle être? Sans doute encore avec le baron. Si pourtant mon oncle avait mal jugé des sentiments de mademoiselle de Barjac pour ce fier muguet. Le prieur est plein d'expérience, mais je doute qu'en pareille affaire. Oh, s'il était vrai! Et il se promena dans la chambre d'un pas rapide. Eh bien, poursuivit-il, comme frappé d'une idée, pourquoi n'irais-je pas juger par moi-même de ce qui se passe? Je suis bien, toute ma force m'est revenue. Il me sera facile d'approcher, sans être remarqué, cette belle et capricieuse Christine. Oui, oui, c'est cela. Partons. Mon oncle ne remontera pas de sitôt. D'ailleurs, en ne me retrouvant pas, il devinera certainement où je puis être. Je veux revoir cette chère Christine, qu'il m'ait enfin permis d'aimer. Il descendit le grand escalier sans rencontrer personne, et gagna la cour intérieure qui servait de manège. De ce côté, la grille donnant sur le bois était toute grande ouverte pour la commodité des chasseurs, et Léonce, frémissant d'impatience, de joie, de jalousie peut-être, s'enfonça rapidement dans la forêt. De son côté, le père Bonaventure s'était dirigé vers le salon où il était attendu. Cette pièce, garnie d'un vieux meuble en velours d'Utrecht jaune, d'où lui venait son nom, servait de bureau pour la comptabilité du domaine. Elle était remplie de casiers étiquetés, de registres à fermoirs de cuivre, bien connus des fermiers qui se trouvaient en retard pour le paiement de leurs redevances. Là se tenait habituellement le chevalier de Magnac, ou sœur Magloire, qui se partageaient l'administration du château quand leur service ne les appelait pas auprès de mademoiselle de Barjac. L'attention du prieur se porta d'abord sur le personnage dont on avait annoncé la visite. Fargeau, le garde général de la forêt de Mercoire, atteignait la soixantaine. Il était gros, court, et son embonpoint semblait devoir faire éclater le bel uniforme vert à baudrier doré qu'il avait revêtu pour la circonstance. Son visage bouffi, bourgeonné, attestait des habitudes d'ivrognerie. Cependant, son œil gris n'annonçait pas encore l'hébétement que cette passion finit par amener avec elle, et pétillait d'astuce par moments. Sans égard pour la religieuse, qui dans la hiérarchie de la maison occupait un rang beaucoup supérieur au sien, Fargeau s'était campé dans une bergère, qui menaçait de se rompre sous cet énorme poids, et il jouait négligemment avec une canne à pomme d'ivoire. Malgré le sans-gêne de ses manières, le garde, à la vue du prieur, essaya de se lever sur ses jambes d'éléphant, mais il retomba lourdement. Une seconde tentative du même genre ne fut pas plus heureuse. Bonaventure sourit et lui fit signe de ne pas se déranger. Bonjour, Fargeau, bonjour, dit-il d'un ton amical. Vous vous portez à merveille, si je ne me trompe. Dieu me pardonne, vous avez encore engraissé depuis la dernière fois que je vous ai vu, et je ne croyais plus la chose possible. Il prit un siège en face du garde général. Celui-ci renonça enfin à ses tentatives désespérées pour se mettre debout. Allons, mon révérend père, répliqua-t-il d'une voix enrouée. Puisque vous me le permettez, véritablement, je ne suis plus bien ingambe. On a tant de mal ici. Il faut courir nuit et jour après les braconniers et les voleurs de bois. L'exercice continuel, les fatigues, fortifient souvent plus qu'on ne voudrait. J'aurais pensé, dit sœur Magloire avec aigreur, que l'oisiveté et non la fatigue pouvaient produire un semblable résultat. Quoi que vous disiez, maître Fargeau, les braconniers et les maraudeurs ne vous empêchent pas de dormir. Vous êtes toujours fourré au cabaret de Grand Sac.
Et votre pauvre fille Marion reste seule à la loge de la mare. En ce moment encore, vous ne paraissez pas être à jeun, et le révérend père a pu s'en apercevoir comme moi. Je lui laisse à juger si c'est là une conduite convenable pour un garde général de la forêt de Mercoire. Fargeau, en effet, s'était arrêté au cabaret avant de venir au château, et l'ivresse, évidemment, autant que l'embonpoint, l'empêchait de se tenir sur ses jambes. Mais Bonaventure a fait ses raisons peut-être pour ne pas relever trop vivement la faute du garde, et il se contenta de branler la tête avec indulgence. En revanche, Fargeau se montrait fort irrité des reproches de la sœur. Son visage avait passé du rouge au cramoisi foncé. Il aspira largement l'air, au risque de faire craquer son uniforme de cérémonie par la dilatation de sa vaste poitrine. En quoi cela vous regarde-t-il, la Béguine demanda-t-il de sa voix sourde et pâteuse. Que vous importe la conduite des gardes? Je n'ai d'ordre à recevoir que de mademoiselle notre maîtresse, ou du révérend père ici présent. Quant aux autres, chevaliers ou religieuses, je m'en soucie comme... Paix, interrompit le prieur. Quoi donc, Fargeau? Allez-vous manquer de respect à la bonne sœur Magloire? Et vous, ma sœur, oubliez-vous qu'il faut pardonner beaucoup à un ancien serviteur tel que Fargeau? Jésus, mon Dieu, répliqua sœur Magloire d'un ton doucereux. Je pardonnerai tout ce que vous voudrez. Votre révérence sait trop bien comment on doit agir, et puisque vous me donnez tort, je n'ai plus rien à dire. Cependant, si l'on avait débarrassé le domaine d'un fainéant, d'un ivrogne, qui est ici un objet de scandale, allons, sœur Magloire, un peu de charité pour votre prochain. Se débarrasser de moi s'écria le gros Fargeau en se démenant dans son fauteuil comme un possédé. Vous l'entendez, révérend père? Dites-lui donc qu'on ne me congédie pas ainsi, que je serai encore sur les terres de Mercoire, longtemps après qu'elle en aura été chassée elle-même. Oui, oui, dites-lui cela, père prieur. Je veux que vous le lui disiez. Hein? Fit le prieur en lui jetant un regard imposant. Le garde intimidé balbutia quelques excuses. Il suffit, reprit Bonaventure. Chère sœur, laissez-moi un moment avec maître Fargeau. Comme vous vous en êtes aperçu, il n'est pas dans son assiette ordinaire, et ceci doit excuser jusqu'à un certain point ses écarts de langue. Mais je vais lui parler, et sans doute je lui inspirerai un profond repentir de sa faute. Dieu le veuille, mon révérend père, répliqua la religieuse d'un ton boudeur. Elle quitta la salle. Dès qu'elle fut sortie, le père Bonaventure alla tirer le verrou de la porte, puis reprenant sa place, il dit avec sévérité. Que signifie une pareille conduite, maître Fargeau? Comment osez-vous élever ainsi la voix? Vous êtes donc incorrigible. L'âge ne peut donc surmonter ces vices ignobles qui ont déjà causé votre malheur et celui de votre famille. Ceci est mal, Fargeau, très mal. Et si vous ne vous amendez pas, je vous retirerai mes bontés. D'abord, le garde avait baissé la tête avec confusion, en écoutant ces reproches mérités. Mais les menaces produisirent sur lui une impression toute contraire. Me retirez vos bontés, mon révérend père, répondit-il en se tordant la bouche d'un air narquois. Vous y regarderiez à deux fois, sans doute, avant d'user de rigueur envers une vieille connaissance. Ne vous y fiez pas, Fargeau. Depuis longtemps des plaintes s'élèvent contre vous, et si cela continue, malgré les souvenirs de votre pauvre femme, malgré ma pitié pour votre innocente fille, que vous chagrinez fort, je le sais, je vous renverrai du domaine, et vous deviendrez ce que vous pourrez. Ouais, est-ce ainsi, mon révérend père? Répliqua le garde en se dandinant. Il ne faut pas être si dur avec un homme qui sait ce que je sais. À mon tour, je désire depuis longtemps vous parler seul à seul, mais chaque fois que vous venez à Mercoire, on jurerait que vous prenez à tâche de vous cacher de moi. Aujourd'hui du moins, il n'en sera pas ainsi, et puisque je vous tiens, vous ne m'échapperez pas. Me cacher de vous? Vous échapper? Ah ça, bonhomme, les fumées du vin ont-elles obscurci votre esprit à ce point que vous oubliez devant qui vous êtes? Mais, ajouta le moine d'un ton plus calme, je ne dois pas vous laisser croire que ce prieur de Frontenac vous évite par crainte ou par tout autre sentiment indigne de lui. Qu'avez-vous à me dire, Fargeau? Je vous écoute. Et il se redressa majestueusement. Le garde, en dépit de son assurance, manifesta quelque malaise. Voyons, mon révérend père, ne nous fâchons pas, dit-il enfin avec un petit rire familier. Qu'est-ce que je demande, moi? Que nous continuions à nous entendre comme par le passé. Et si je vous trouve tant soit peu maniable, vous n'aurez jamais à vous plaindre de moi. En définitive, vous nous avez toujours accordé votre protection à moi et aux miens. Continuez à être bon pour nous, et je ne me montrerai pas ingrat, je vous assure. Cette protection, Fargeau, comment l'avez-vous méritée, vous, personnellement? Vos désordres n'ont fait que s'accroître avec l'âge. Et si j'avais consulté ma juste indignation, je vous eusse abandonné aux conséquences inévitables de vos vices. Mais vous étiez depuis longtemps au service des comtes de Varinas.
Votre femme Marguerite avait été la nourrice du jeune vicomte, qui mourut en bas âge d'une manière si malheureuse. Votre fille Marion a été la sœur de lait de ce pauvre enfant. À tous ces titres, un ami de la famille de vos anciens maîtres devait tenter quelques efforts pour vous soustraire à l'abjection, à la misère. Aussi, après la mort de votre femme, vous ai-je fait quitter Varinas, où votre conduite excitait un mépris universel, et vous ai-je appelé dans ce pays pour être garde général de la forêt de Mercoire. J'espérais que, retiré dans une maisonnette au milieu des bois, loin de vos compagnons de débauche, sous la domination de maîtres nouveaux qui ne vous devaient aucun ménagement, vous changeriez de genre de vie, vous fuiriez toute occasion de retomber dans le mal. Au lieu de cela, vous persistez dans vos funestes habitudes. Malgré ce monstrueux embonpoint que vous devez à votre incurable fainéantise, vous trouvez la force de franchir chaque jour une grande lieue pour aller à Grand-Sac, dépenser au cabaret tout l'argent que vous gagnez. Votre pauvre fille est continuellement seule à la loge, et souvent, m'a-t-on dit, elle manque du nécessaire. En bonne conscience, Fargeau, pensez-vous qu'aucune considération pourra me déterminer à tolérer longtemps de pareilles choses? Il est un terme au-delà duquel l'indulgence devient coupable. Bon, bon, vous continuerez à être indulgent. Soyez-le, mon révérend père, je vous en donne le conseil dans votre propre intérêt. Je conviens de mes torts, je suis un joyeux compère, aimant à rire et à boire. Je ne vaux rien pour le métier de garde, et je m'ennuie à mourir dans ma cabane, où l'on ne voit personne que des loups et des sangliers. Cela ne saurait durer davantage. Vous ne me refuserez pas une dot honnête pour ma fille Marion, qui en effet n'est pas très heureuse avec moi, la pauvre petite. Vous m'assurerez une rente que j'irai manger où je voudrai, ou plutôt vous me paierez une fois pour toutes une somme d'argent dont je disposerai à ma fantaisie, puis vous n'aurez plus à vous occuper de mon sort, je vous le promets. Fort bien, Fargeau, vous n'y allez pas par quatre chemins, ce qu'il me paraît. Et à quel titre, je vous prie, réclamez-vous de semblables faveurs? Quoi de plus naturel? Je suis, comme vous le disiez tout à l'heure, un ancien serviteur de Varinas. N'est-il pas juste que les héritiers de ce beau domaine nous mettent, moi et les miens, à l'abri du besoin, maintenant que l'âge et les infirmités me rendent incapable de travailler? Fargeau avait un accent de raillerie et d'impudence tout à fait offensant. Néanmoins, le père répondit avec simplicité. Il ne m'appartient pas d'accueillir ou de repousser votre requête. En ma qualité de religieux, je ne possède rien en propre, et il m'est impossible de prendre une détermination dans une affaire de ce genre sans l'avis du chapitre de Frontenac, dont je suis membre indigne. Allons donc, révérend père, répliqua le garde avec impatience. Ne sait-on pas que vous menez le chapitre à votre guise? Avec vos airs de n'y pas toucher, vous êtes maintenant, grâce à vos tutelles et à vos héritages, presque aussi puissant que le roi lui-même dans cette province. Mais je vois où vous voulez en venir. Vous comptez gagner du temps, puis vous direz que le chapitre a repoussé ma demande. Cela ne prendra pas, je vous en avertis. Je n'ai pas l'intention de gagner du temps, Fargeau. Et pour vous le prouver, je vais vous dire sur le champ comment opinera le chapitre et comment j'opinerai moi-même. Si vous aviez toujours été irréprochable, peut-être les détenteurs actuels des domaines de Varinas auraient-ils pris en considération votre détresse. Mais prodiguer un argent qui pourrait être employé en aumône à un paresseux, à un ivrogne, qui a été mauvais mari et qui est encore mauvais père. Le garde fit un soubresaut furibond. Mille diables, s'écria-t-il, ne me poussez pas à bout. Je peux être tout ce que vous dites, mais du moins je n'ai pas commis de crime, comme de saints personnages que je démasquerai bientôt, s'ils ne se montrent pas plus coulants avec moi. Le père Bonaventure ne put cacher son trouble. Des crimes? Répéta-t-il en pâlissant. Avez-vous complètement perdu la raison, maître Fargeau? Pas le moins du monde, révérend père. Et pour preuve, je vais vous rappeler une petite histoire que vous semblez avoir oubliée. Seulement, ajouta-t-il en regardant autour de lui d'un air goguenard, je suis un assez mauvais conteur lorsque je n'ai pas quelque chose pour m'humecter le gosier et pour faciliter la sortie de mes paroles. Il n'y a donc rien à boire ici? Le prieur demeura impassible. Eh bien, n'importe, reprit Fargeau en haussant les épaules. Si l'on ne me donne pas de quoi me rafraîchir tant que je parlerai, je suis sûr que rien ne me manquera lorsque j'aurai fini. Écoutez-moi donc. Vous vous souvenez, mon révérend, des circonstances qui accompagnèrent la mort tragique du malheureux petit vicomte de Varinas, il y a de cela 16 ou 17 ans. À cette époque déjà, son père, monsieur le comte de Varinas, notre seigneur, se trouvait gravement atteint de la maladie de langueur à laquelle il succomba un peu plus tard. Il était devenu sombre, taciturne et morose. Il ne voulait plus recevoir ni ses amis ni ses parents, et il finit par se retirer à votre maison de Frontenac, où, si l'on en croit le bruit public, il était soigneusement gardé. Le comte n'avait jamais eu un caractère bien ferme,
Et maintenant qu'il était épuisé, presque mourant, exposé nuit et jour à vos sollicitations, vous n'eûtes pas de peine à vous emparer entièrement de son esprit. Aussi assure-t-on que, du vivant même de son fils, il avait disposé d'une partie de ses biens en faveur de votre abbaye, déjà si riche et si puissante. Mais cette portion ne vous parut pas encore suffisante, comme on put le reconnaître plus tard. Ici, le prieur indigné se leva brusquement et étendit le bras afin de protester contre des assertions exprimées avec tant de grossièreté. Mais une réflexion l'arrêta sans doute, car il se rassit aussitôt, et laissa retomber son bras en souriant d'un air dédaigneux. Fargeau poursuivit sans s'émouvoir. Pendant que monsieur le comte habitait Frontenac, et que l'on attendait de jour en jour l'issue fatale de sa maladie réputée incurable, son fils unique, le petit vicomte de Varinas, était resté au château, à la garde de ma femme Marguerite, sa nourrice. L'enfant avait un tempérament faible et maladif comme celui de son père. Quoiqu'il eût alors plus de 3 ans, on lui eût à peine donné la moitié de cet âge. Ma femme, à qui feu la comtesse avait confié cette innocente créature, ne le quittait ni le jour ni la nuit. Elle le raffolait de son nourrisson, qui déjà commençait à bégayer son nom et à la suivre en chancelant dans les allées du jardin. Cependant, une fois, sa surveillance fut trompée, et cette négligence, qui lui a coûté toutes les larmes de ses yeux, eut des suites bien funestes. Marguerite a raconté si souvent ce malheur en ma présence, que je puis, quoique je ne fusse pas alors au château, où du reste on ne me voyait pas de bon œil, le raconter à mon tour avec les plus minutieux détails. C'était un soir d'été, par une chaleur accablante, vers la chute du jour. Ma femme avait permis à Babet, la bonne d'enfant, de descendre au village pour rendre visite à sa famille. Elle était demeurée seule avec le jeune vicomte dans le jardinet qui fait suite à la grande terrasse du potager. Vous connaissez, comme moi, mon révérend père, la situation du château de Verinas. Il est bâti sur un plateau assez uni, qui d'un côté se termine brusquement par un gouffre où se précipite un torrent. Ce gouffre, d'une profondeur effrayante, hérissé d'aiguilles de basalte, limite le jardin, et l'un des anciens seigneurs a fait construire au bord un parapet sur lequel on se penche pour voir le bouillonnement des eaux. C'est un spectacle qu'il ne faut pas se donner quand on a bu par hasard un coup de trop, ou quand on est sujet au vertige. Car le fracas de la cascade, ces tourbillons d'écume, ces pointes de rochers qui ont l'air de se mouvoir et de danser la bourrée, finissent par troubler la tête. Aussi, à jeun ou non, ai-je toujours fui cet endroit comme la peste. Donc, le jour dont nous parlons, Marguerite avait choisi ce parterre pour la récréation de l'enfant, espérant que par cette soirée brûlante, la cascade voisine lui donnerait un peu de fraîcheur. D'ailleurs, aucun accident ne semblait à craindre. Le sol partout était soigneusement sablé, ou couvert de gazon et de fleurs. Le parapet qui longeait l'abîme était en bon état et trop élevé pour qu'un enfant délicat, marchant à peine, pût parvenir à l'escalader. Enfin, Marguerite, assise sur un banc de pierre, ne perdait pas de vue son jeune maître, tandis que celui-ci, vêtu d'une jaquette blanche, prenait plaisir à chercher dans l'herbe de beaux vers luisants qui brillaient comme du feu. Tout à coup, un homme, vêtu à la manière des gens du pays, mais qui n'appartenait pas à la domesticité du château, et que Marguerite n'avait jamais vu, se trouva dans le jardin à côté d'elle, et lui dit avec un accent singulier: Nourrice, votre petite Marion vient de se laisser tomber là-bas dans la cour. J'ai entendu en passant les cris qu'elle poussait. Allez donc voir ce qui lui est arrivé. Puis cet homme s'éloigna rapidement et disparut dans la brume du soir. Marguerite était fort embarrassée. Elle voulut prendre l'enfant et l'emporter avec elle. Mais le vicomte, arraché à son jeu favori, se mit à pousser des cris perçants. La nourrice le reposa sur l'herbe, et il se tut aussitôt. Que faire? On est mère avant tout. Marguerite réfléchit qu'elle serait absente pendant quelques minutes seulement, que son jeune maître, tout occupé des lucioles, ne bougerait pas. D'ailleurs, quel danger craindre sur cette terrasse bien close? Elle ne résista donc plus à ses inquiétudes maternelles, et se dirigea vers la partie du château où l'on disait que sa propre fille venait d'éprouver un accident. En arrivant tout haletante dans la cour, elle trouva Marion qui jouait tranquillement à la fossette avec les enfants de la femme de charge. Marion n'avait aucun mal. La nourrice prit à peine le temps d'embrasser sa fille. Que signifiait donc l'avis mystérieux qu'elle avait reçu, et quel en était le but? Sérieusement alarmée, sans savoir encore pourquoi, elle revint en toute hâte au petit vicomte. Il était alors presque nuit. Quand elle entra dans le jardin, Marguerite crut entendre un faible cri qui partait de l'autre extrémité. Elle doubla le pas et appela de toute sa force. Elle ne reçut aucune réponse. Elle s'élança vers la place gazonnée où devait se trouver l'enfant et où la blancheur de son vêtement devait le trahir de loin. L'enfant n'y était plus. Presque folle d'effroi, Marguerite parcourut la terrasse en appelant toujours. Elle ne découvrit nulle trace de la chère petite créature.
Seulement, au pied même du parapet qui bordait le gouffre, elle ramassa le chapeau que portait le fils de son maître un instant auparavant. Ne doutant plus d'un malheur, la pauvre femme poussa un cri perçant et tomba. Elle demeura évanouie sur le sable jusqu'à ce que les domestiques, inquiets de son absence, fussent venus la secourir. Vous savez aussi bien que moi, mon révérend père, ce qui s'ensuivit. La justice se rendit au château, on interrogea tout le monde, on fit des recherches. Enfin, 3 jours après l'événement, on retrouva dans le torrent un pauvre petit corps mutilé et défiguré, tant il avait été brisé contre les rochers. À ses vêtements blancs, on reconnut le jeune comte de Varinas. Il fut constaté que le malheureux enfant s'était jeté étourdiment dans le gouffre pendant la courte absence de sa nourrice. 2 mois après, le comte mourait, en instituant l'abbé de Frontenac héritier de tous ses domaines. En écoutant ce récit, le prieur n'avait donné aucun signe d'émotion. Il reprit bientôt, avec un calme parfait. Ah ça, mon ami, où voulez-vous en venir avec cette vieille histoire qui est connue de tout le pays, et que je dois savoir en effet mieux que personne? On n'a pourtant pas demandé compte trop sévèrement à votre femme de sa coupable négligence. Loin de là, nous avons eu pitié de sa douleur, de son repentir. Elle, vous, votre fille Marion, vous avez tous été comblés de nos bienfaits. Eh eh, il ne faut pas trop vous en savoir gré, mon révérend père, car peut-être aviez-vous d'excellentes raisons pour cela. Dans les premiers temps, nul n'osait dire ce qu'il pensait de cet événement extraordinaire. Marguerite elle-même, soit que le chagrin lui eût troublé l'esprit, soit qu'elle craignît de puissantes inimitiés, se taisait comme les autres. Elle ne confiait ses doutes à personne au sujet de la mort de son jeune maître, ou du moins je n'en eus pas connaissance à cette époque. C'est seulement plus tard, à la suite de renseignements encore inconnus de la justice, qu'elle a osé s'expliquer, et avant de mourir, elle n'a pu résister à sa conscience, qui lui commandait de révéler la vérité. Que me dites-vous, Fargeau demanda le prieur en tressaillant. Que me parlez-vous de révélations faites par votre femme à ces derniers moments? Vous ne m'eussiez pas caché jusqu'à ce jour une circonstance aussi importante. Vous la connaîtriez déjà, mon révérend père, si depuis que je suis venu m'établir à Mercoire, j'avais pu vous approcher librement comme aujourd'hui. Mais vous me teniez à distance, et je ne pouvais causer avec vous qu'en présence de personnes étrangères. Cependant, j'ai risqué trop souvent certaines allusions devant vous, et si je ne me trompe, ces allusions ne vous laissaient pas indifférent. Aussi bien quand j'aurai fini, bon père prieur, vous verrez que vous êtes particulièrement intéressé dans cette vilaine affaire. Moi, maître Fargeau, dit le prieur en essayant de sourire. Patience, vous ne rirez plus tout à l'heure, mon révérend père. Permettez-moi d'achever. Quand Marguerite fut assez calme pour apprécier ce funeste événement, elle demeura convaincue à part elle qu'il était le résultat d'un crime. 100 fois je l'ai entendu affirmer que pendant sa courte absence, le temps eût manqué au petit garçon pour gagner le parapet du gouffre, et que d'ailleurs ce parapet était beaucoup trop haut pour qu'un si jeune enfant eût pu l'escalader. Elle n'avait donc aucun doute qu'un meurtre abominable n'eût été commis par l'inconnu qui lui avait donné un faux avis dans le but de l'éloigner. Quant à cet homme, elle ne pouvait fournir sur lui aucun renseignement. L'obscurité et le chapeau à large bord qu'il portait n'avaient pas permis de voir sa figure, et en parlant il avait paru déguiser sa voix. Tout cela était assez vague, et la conviction de Marguerite ne s'appuyait que sur des suppositions, quand une découverte inattendue vint la confirmer. À cette époque, j'exploitais une métairie dépendant du domaine de Varinas, et j'avais pour valet de ferme un montagnard du Mézinc, que sa brutalité nous força plus tard de renvoyer. Il s'appelait Jeannot, c'était une espèce d'ours mal léché qui me faisait peur à moi-même, et que Marguerite, par sa douceur et sa patience, pouvait seule apprivoiser à certains moments. Un jour, longtemps après l'accident, voyant la pauvre Marguerite se lamenter encore de la perte du malheureux enfant confié à sa garde, lui avoua de singulières choses. Le soir même où le jeune vicomte avait péri, lui, Jeannot, s'était trouvé en revenant des champs dans le chemin creux qui conduisait à la petite porte du château. Fatigué des travaux de la journée, il s'était couché derrière un buisson pour reprendre haleine, lorsqu'il entendit 2 personnes qui s'avançaient à pas rapides dans le chemin creux au-dessous de lui en causant à demi-voix. L'un d'eux avait un grand chapeau de paysan, comme le personnage vu par Marguerite dans le jardin, et de plus il était entièrement enveloppé d'un manteau. Son compagnon portait à peu près le même costume, toutefois mon valet le reconnut. C'était un moine de Frontenac qui venait alors fréquemment à Varinas, et qu'il est inutile de vous nommer, mon révérend père. Le prieur pâlit. Voulez-vous dire, reprit-il, que l'on m'aurait reconnu, moi, prieur de Frontenac? Vous n'étiez alors que simple moine, mon révérend père, mais mon valet vous avez vu plusieurs fois au château, et il ne s'y trompa pas. Quand vous passâtes devant le buisson où il s'était caché, il entendit distinctement l'autre qui vous disait
Oui, oui, il faut que l'enfant disparaisse, c'est le plus sûr. Jeannot, d'un naturel lourd et un peu stupide, ne comprit d'abord la gravité de ces paroles. Il ne bougea pas de sa place, et je soupçonne qu'il s'y endormit. Mais bientôt son attention fut attirée par un nouveau bruit de pas dans le chemin creux. C'était vous qui reveniez avec le personnage au grand chapeau. Vous marchiez fort vite tous les deux. Vous ne parliez plus. Il essaya encore de vous examiner, mais la nuit était close en ce moment, et toute observation devenait impossible. Cependant, avec la curiosité ordinaire des gens de la campagne, Jeannot se leva et fit quelques pas pour voir ce que vous alliez devenir. Vous et votre compagnon, vous aviez déjà rejoint, au bas de la colline, une troisième personne, qui vous attendait à l'écart avec des chevaux. Vous vous empressâtes l'un et l'autre de vous mettre en selle, et au bout de quelques minutes, on vous perdit de vue dans les ténèbres. Voilà ce que mon valet Jeannot a raconté, père prieur. Et certes, il n'y a pas là de quoi donner une grande idée de votre sainteté. Bonaventure semblait frappé de surprise et d'épouvante. Après avoir réfléchi un moment, comme pour mesurer la grandeur du péril, il reprit en essayant de dissimuler le tremblement de sa voix. Et ce valet de ferme, ce Jeannot, qui raconte des choses si merveilleuses, si incroyables, existe-t-il encore? Vous venez de dire, je crois, que vous aviez dû le renvoyer de votre métairie. Nous le renvoyâmes enfin, et après plusieurs années nous restâmes sans nouvelles de lui. Mais je l'ai retrouvé dans ce pays et je le vois assez fréquemment à ma loge de la mare. Malheureusement, s'il faut l'avouer, ce pauvre Jeannot a tout à fait perdu la raison. Il est fou, s'écria le prieur, et c'est sur le témoignage d'un fou que vous oseriez attaquer l'honneur d'une communauté puissante et respectée. Mais Jeannot avait sa raison quand il a parlé de sa rencontre avec vous, et Marguerite, qui était une femme instruite, madrée sur l'écriture et sur l'orthographe comme une bourgeoise, a eu l'idée d'écrire toute l'affaire dans un papier qu'elle a signé. Pendant la maladie dont elle est morte, elle voulait déchirer ce papier, mais moi, qui n'ignorais pas la chose, je m'en suis emparé, et je ne m'en dessaisirai qu'à bon escient. En même temps, Fargeau exhibait un portefeuille graisseux qu'il replongea presque aussitôt dans la poche de son uniforme. Maintenant, poursuivit-il, vous devez commencer à comprendre, mon révérend père, de quoi il retourne. La déclaration de ma femme, mon témoignage, et particulièrement celui de mon ancien valet Jeannot, quoique dans ce moment on ne puisse tirer grand-chose du pauvre diable, mettront certainement la puce à l'oreille des juges. On assure déjà que le temps n'est pas favorable aux moines. Et ma foi, si nous ne restons pas bons amis, on verra peut-être du grabuge à Frontenac. Et le garde se mit à rire avec méchanceté. Est-ce là tout, maître Fargeau demanda le prieur. N'avez-vous pas encore quelque autre accusation à élever contre moi et contre la sainte maison dont je suis professe? Eh, bon père, celle-là me semble bien suffisante. Quoi? Persistez-vous à croire que sur les suppositions d'une femme désireuse, sans doute, d'excuser son imprudence, sur le témoignage d'un valet de ferme devenu fou, vous, le fainéant, l'ivrogne, le débauché dont on parle tant, vous pourriez faire prévaloir vos imputations abominables contre tant d'hommes renommés par leurs vertus et leur piété? Oui, j'ai pensé à cela, mon révérend père. Vous avez du crédit, de la richesse, vous autres, et vous seriez capable de me jouer quelque mauvais tour, afin de m'imposer silence. Aussi, dans le cas où nous finirions par nous brouiller, je compte m'adresser à une personne qui, j'en suis sûr, vous tiendra bravement tête. À qui donc, maître Fargeau? Eh, pardieu, à monsieur de la Roche-Boisseau, qui se trouve justement à Mercoire en ce moment. Il est le plus proche parent du comte de Varinas, dont il aurait hérité les grands biens si vous n'étiez venu vous jeter à la traverse. Son père a soutenu déjà un procès contre votre abbaye, et lui-même n'est pas animé des meilleures dispositions à votre égard. Il appartient à la religion protestante, comme les anciens seigneurs de Varinas, et il n'aura pas de motif pour y aller de main morte avec des moines. Que je lui dise un seul mot de la confession de Marguerite, du témoignage de Jeannot, et il ne regardera pas à quelques centaines de pistoles pour récompenser un pauvre homme qui lui apporte de semblables preuves. Or, il ne sera pas facile de le faire taire, lui. Il est un des barons du Grand Conseil, et il ne craint ni Dieu ni diable. Il vous chantera une antienne comme vous n'en avez jamais entendu dans le chœur de votre église. Ah ah ah, mon bon révérend père, je crois que cela commence à vous contrarier. En effet, le nom de la Roche-Boisseau semblait avoir porté au comble les angoisses du prieur. Néanmoins, après s'être un peu recueilli, il reprit avec un mélange de tristesse et de dignité. Je sais enfin nettement vers quel but vous tendez, Fargeau. Vous voulez spéculer sur le scandale, et personne en effet ne peut vous aider mieux que le baron de la Roche-Boisseau dans ce méchant dessein. Cependant, peut-être aussi croyez-vous de bonne foi que vous poursuivriez, en nous attaquant, une œuvre de justice.
Je vous affirme donc par les serments les plus solennels que ni moi, ni aucun père de Frontenac, nous n'avons pris part au meurtre de ce pauvre petit enfant. On a été trompé par de fausses apparences, par un concours de circonstances fatales, et un jour viendra certainement où notre innocence luira plus claire que le soleil. Vous serez donc sans excuse si vous persistez dans vos odieuses allégations, et vous encourrez les peines portées dans l'Évangile, qui dit Malheur à celui par qui le scandale arrive. Fargeau cligna les yeux. Mon Dieu, révérend père, reprit-il, je ne suis pas aussi rude que vous avez l'air de le penser. Je suis tout prêt à vous croire innocent, vous et les autres moines. Je ne demande pas mieux que de vous remettre le papier de Marguerite, pour le brûler si vous en avez la fantaisie. Je puis promettre de fermer la bouche à Jeannot, et de devenir moi-même muet comme un poisson sur cette mauvaise affaire. Mais vous comprenez, père prieur, donnant, donnant. Que diable, les moines de Frontenac, qui sont si riches, qui possèdent tant de forêts, de prés, d'étangs, de fermes, de châteaux, peuvent bien lâcher quelques milliers de livres pour doter ma fille et pour m'assurer à moi-même un sort tranquille sur mes vieux jours. Il faut avoir de la conscience. Et vraiment, quand je songe aux dommages que vous causeraient mes révélations, je ne trouve pas mes conditions si dures. Le prieur paraissait vivement tenté. Il avait assez de prudence mondaine pour comprendre que le meilleur moyen d'éviter le scandale, dont on le menaçait, était de subir les exigences de Fargeau, d'étouffer avec une misérable somme d'argent les imputations calomnieuses ou non qui se levaient contre lui et contre la communauté. Il frémissait surtout en pensant au parti que pourrait en tirer le baron de la Rocheboisseau, ce mortel ennemi de l'abbaye. Cependant, d'autres considérations l'emportèrent dans son esprit. Après avoir fait quelques tours dans le salon, il revint prendre son siège en face du garde, qui, le voyant hésiter, souriait déjà d'un air de triomphe. Quoi qu'il doive arriver, dit le prieur résolument, je n'accepterai ni pour moi, ni pour la sainte maison que je représente, cet abominable marché. Je ne veux pas donner, par faiblesse, une prime à la calomnie, à la cupidité, au mensonge. Fargeau, les bienfaits dont vous et les vôtres vous avez été comblés depuis la mort du comte de Varinas n'avaient pas d'autre cause, je vous le répète, que votre qualité d'ancien serviteur de la famille. Pour preuve, je refuse absolument de vous accorder ce que vous réclamez avec tant d'insolence. Faites de l'écrit déposé entre vos mains et des témoignages que vous avez pu recueillir l'usage qu'il vous conviendra. Ni le prieur, ni les pères de Frontenac ne s'abaisseront jusqu'à payer votre silence. Le garde était loin de s'attendre à ce refus. Un vif dépit se trahit sur son visage. Voyons, père prieur, reprit-il, ce ne peut être là votre dernier mot. Il y va pour vous d'autre chose encore que de la possession des terres de Varinas. Je n'ai pas entendu dire qu'on n'ait jamais pendu de moine, excepté peut-être au temps des Camisards. Cependant, vous réfléchirez, je pense. Je n'ai pas à réfléchir. Je me reproche de vous avoir écouté si longtemps, d'avoir souffert des outrages que le caractère sacré dont je suis revêtu m'ordonnait de repousser plus tôt. Sortez donc, sortez à l'instant de ma présence, et ne reparaissez jamais devant moi. Le prieur donnait cet ordre avec tant d'énergie que Fargeau, malgré son embonpoint, se leva cette fois sans effort. Il suffit, révérend père, balbutia-t-il, je pars, mais vous vous repentirez de m'avoir ainsi maltraité. Je vais trouver monsieur de la Rocheboisseau. Bonaventure lui tourna le dos. Le garde fit mine de sortir, mais quand il fut près de la porte, il revint brusquement vers le prieur et reprit d'un ton presque suppliant. Voyons, révérend père, j'ai eu tort peut-être de vous parler sans ménagement. Que voulez-vous, on ne m'a pas enseigné les belles manières à moi, et je dis les choses tout crûment, comme elles me viennent. Cependant, je serais fâché de me brouiller avec vous. N'y aurait-il vraiment aucun moyen de s'entendre? Je sais bien que vous ne m'aimez pas, et je suis obligé de convenir que je ne vaux pas grand-chose. Mais si vous ne voulez rien accorder pour moi, du moins ne me refusez pas ce que je demande pour ma fille Marion. Tenez, je vais vous montrer le fond du sac. Ma pauvre enfant, comme on l'a dit, n'est pas heureuse avec moi. Elle s'ennuie mortellement à la loge, où l'on ne voit jamais personne, et où je la laisse peut-être plus souvent seule que de raison. Pour comble de malheur, voilà qu'elle s'est amourachée du fils à Jean Godard, un beau garçon, excellent sujet, bon travailleur, et qui ferait un mari parfait. Mais Jean Godard a des économies, et ne laissera jamais son fils épouser une femme qui ne possède rien. Marion ne l'ignore pas, et elle ne cesse de pleurer en secret. Cela me navre. Je suis quelquefois méchant, brutal, mais j'aime cette pauvre petite, et je voudrais la rendre heureuse. J'ai donc pensé à tirer parti de cet ancien papier, afin de procurer à Marion une situation moins triste. Aussi, toute réflexion faite, révérend père, ne pensez plus à moi. Je ne mérite peut-être pas vos bienfaits.
Mais promettez-moi que vous donnerez une dot de 500 écus à Marion, pour qu'elle épouse le fils de Jean Godard, et je déchire à l'instant sous vos yeux le papier de Marguerite. Le langage nouveau paraissait de nature à changer la résolution du prieur. Ce n'était plus l'ignoble spéculateur, mais le père qui parlait. Et l'on pouvait sans risque, pour la dignité et la morale, concéder quelque chose. Cependant, Bonaventure n'en jugea pas ainsi. Le sort de cet innocent enfant me touche, dit-il d'un ton austère. Mais je ne puis accepter un arrangement qui aurait encore l'air d'un marché. Je ne m'explique pas sur mes dispositions bienveillantes au sujet de votre fille. Seulement, sachez-le bien, je ne me laisserai imposer aucune condition. Fargeau ne comprit pas ce qu'il y avait peut-être de promesses secrètes sous cette apparente inflexibilité, et il reprit avec colère. C'est bon, de par le diable. Je me vengerai. Monsieur de la Rocheboisseau vous mettra bien à la raison. Je désirais vous ménager, je sollicitais seulement pour ma fille, si douce, si dévouée malgré mes torts, si malheureuse. Vous êtes sans pitié. Eh bien, il vous en cuira. Il suffit. Sortez. Nous verrons bien si vous baisserez le ton quand tout le monde saura. Silence. Et sortez, vous dis-je. Faut-il que j'appelle? Il ne manque pas ici de gens qui vous détestent et qui me débarrasseront volontiers de vos importunités. Fargeau se retira en grondant et la rage dans le cœur. Quand il fut seul, Bonaventure ne conserva pas le calme et la fermeté qu'il venait de montrer. Penchant sa tête sur sa poitrine, il demeura plongé dans une sombre rêverie. J'ai dû faire ce que j'ai fait, murmura-t-il enfin avec un soupir en se redressant. Mais que de malheur et de honte je prévois si cet homme réalise ses menaces. Fin de la section 9. Section 10 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 10. La poursuite dans les bois. Mademoiselle de Barjac, après l'événement du creux au sanglier, était allée reprendre son cheval, comme nous l'avons dit, et s'était lancée au hasard dans une allée de la forêt. Les cheveux au vent, l'œil égaré, elle excitait continuellement sa rapide monture. Christine semblait encore en proie à cette fièvre de mouvement qui la dévorait le matin, mais ce n'était plus l'orgueil et la joie qui précipitaient sa course. Loin de rechercher la présence des chasseurs, elle s'enfonçait toujours davantage dans la portion des bois la plus déserte et la plus silencieuse. Les sabots noirs de bûches effleuraient le gazon, et ils glissaient comme une ombre sous la feuillée. Christine, en effet, malgré sa fermeté d'âme ordinaire, avait été profondément bouleversée par la scène terrible qui venait d'avoir lieu. À la pensée du meurtre dont elle s'accusait, elle était redevenue femme. Elle éprouvait à son tour les faiblesses, les terreurs pusillanimes de la femme. Le cri déchirant qu'avait poussé le baron retentissait encore en son oreille. L'image pâle et sanglante du blessé lui apparaissait au bout de toutes les avenues, grimaçant dans l'obscurité de tous les taillis. Parfois, elle tressaillait et retournait la tête. Mais après un moment de stupeur, elle pressait de nouveau son agile monture, qui repartait à fond de train et ne semblait plus devoir s'arrêter qu'en tombant morte de fatigue. Depuis longtemps déjà, mademoiselle de Barjac errait ainsi dans les bois, sans s'inquiéter de savoir où elle était et vers quel but elle devait se diriger. Aucun bruit humain ne parvenait jusqu'à elle, dans cet immense labyrinthe de troncs d'arbres et de feuillages. Cependant, comme elle traversait une clairière, elle s'entendit appeler d'une voix vibrante. Croyant encore être dupe d'une hallucination, Christine allait passer, quand la voix renouvela son appel avec plus de force. La jeune fille retint son cheval, qui s'arrêta fumant et couvert d'écume. Léonce venait de se lever du pied d'un chêne où il était assis et s'avançait vers elle avec empressement. Nous nous souvenons que Léonce, aiguillonné par la jalousie, avait voulu quitter le château malgré sa faiblesse, afin de rejoindre la chasse, mais il s'était aussi égaré dans la forêt, et bientôt l'épuisement l'avait forcé de se reposer en cet endroit. Le hasard venait justement d'y conduire la personne qu'il désirait le plus de rencontrer. « Bon Dieu, mademoiselle, comment êtes-vous seule ici » s'écria-t-il. « Où allez-vous ? Que sont devenus ceux qui avaient le devoir de veiller à votre sûreté ? Il est arrivé quelque malheur. » D'abord, mademoiselle de Berjac ne semblait pas entendre ce qu'on lui disait. Elle restait immobile et muette, les bras pendants, la tête baissée. Enfin, pourtant, un léger coloris reparut sur ses joues, et sautant à bas de son cheval, elle vint appuyer son front sur l'épaule du jeune homme.
Léonce, mon cher Léonce, murmura-t-elle, c'est Dieu qui vous envoie à mon secours. Et des larmes abondantes soulagèrent sa poitrine oppressée. Léonce, quoiqu'il ne pût soupçonner la cause de cette douleur, essaya de calmer la belle châtelaine. Comme elle avait peine à se soutenir, il la fit asseoir au pied d'un arbre, et s'asseyant lui-même, il se mit à la questionner avec un tendre intérêt. Elle continuait de pleurer et ne répondait pas. Le neveu du prieur, surmontant sa timidité ordinaire dans cet instant de crise, voulut lui prendre la main. Cette main était souillée de sang. Qu'est-ce ci, mademoiselle demanda-t-il avec inquiétude. Seriez-vous blessée Christine poussa un cri et essuya précipitamment ses doigts contre la mousse qui lui servait de siège. Ce sang n'est pas le mien, balbutia-t-elle avec égarement. Mon ami, ne me repoussez pas avec horreur. Je viens de commettre un crime. Un crime, vous C'est impossible. Votre esprit troublé. Je n'ai pas le délire, et je ne dis que la vérité. Oui, un crime, un meurtre abominable. Un homme a voulu m'outrager, et je l'ai frappé, mortellement sans doute. Oh, Léonce, Léonce, Dieu pourra-t-il me pardonner Léonce persistait à penser que ses aveux étaient le résultat d'une imagination malade. Mais mademoiselle de Barjac lui donna brièvement quelques explications. Eh bien, Léonce, poursuivit-elle, vous toujours si sévère dans vos jugements, si impitoyable pour les faiblesses, pourquoi ne m'accablez-vous pas de reproches Voilà ce qu'ont produit cette légèreté, cette imprudence déplorable, dont on essayait vainement de me faire comprendre le danger. Oh, parlez, parlez donc. J'aime mieux votre blâme, votre colère, que ce silence désolant. Léonce lui sourit avec tristesse. Vous blâmez, mademoiselle, répliqua-t-il. Vous adressez des reproches quand vous souffrez, quand je vous vois si affligée. Je ne puis que vous plaindre. D'ailleurs, ajouta-t-il en s'animant, n'étiez-vous pas dans le cas de légitime défense Et puisqu'il s'est trouvé un misérable assez lâche pour vous offenser, pourquoi n'eussiez-vous pas repoussé l'offense Pourquoi ne l'eussiez-vous pas puni Et vous ne me dites pas qu'il eût mieux valu ne pas m'y exposer Vous ne me dites pas que ma conduite inconsidérée a pu encourager cet indigne gentilhomme dans son mauvais dessein, et que par suite l'horreur de son crime et du mien doit rejaillir sur moi Mais vous avez raison, Léonce, car les plus amers reproches ne pourraient rien ajouter à mes remords. De grâce, Christine, reprenez courage, je vous en conjure. Le baron a mérité son sort. Et puis sa blessure peut ne pas être mortelle. Sans doute, de prompt secours. Le croyez-vous s'écria impétueusement Mlle de Barjac en se redressant. Serait-il possible qu'il n'en mourût pas Mais non, non, continua-t-elle aussitôt. J'ai entendu son cri de douleur. Je l'ai vu tomber à mes pieds. J'ai vu le sang couler à flots de sa poitrine. Tenez, Léonce, écoutez la promesse solennelle que j'ai faite. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus cet enfant volontaire, opiniâtre, dont les révoltes continuelles désespéraient tous ses amis. Je rentrerai dans la condition commune des femmes. Il m'a coûté trop cher d'en être sorti. Je serai réservé, timide comme les autres. Je ne m'exposerai plus, par ignorance ou légèreté, à des nécessités terribles. Vous, Léonce, qui avez été déjà pour moi comme un frère sage et dévoué, vous m'aiderez dans cette transformation, n'est-ce pas Les préceptes, qui, de la bouche des autres, me blessent et irritent mon orgueil, me semblent pleins de douceur quand ils viennent de vous. En vous écoutant, j'éprouve seulement un sentiment d'admiration pour votre sagesse, de reconnaissance pour votre zèle affectueux, et je songe sérieusement à devenir meilleur. Il est impossible de rendre l'adorable naïveté, l'expression de simplicité chaste et confiante, qui accompagnait ces paroles. Christine, jusque-là si hautaine, était comme domptée par la douleur. Oh, merci de cette résolution, mon ami, s'écria Léonce transporté. Merci de cette bonne opinion que vous avez de moi. Ainsi donc, Christine, chère Christine, vous n'aimez pas le baron de la Roche-Boisseau, et la conscience d'une tendresse profanée n'est pour rien dans votre désespoir actuel Moi, aimer ce débauché répliqua mademoiselle de Barjac en rougissant. À quoi pensez-vous donc, Léonce Je ne voyais tout au plus en lui qu'un compagnon agréable, dont les manières simples et franches me rappelaient, qu'il me pardonne mon erreur, celle de mon père et de mon oncle, si plein d'honneur pourtant et de loyauté. Dieu soit loué, qui n'a pas permis que cette erreur eût pour vous des suites encore plus funestes. Eh bien, Christine, puisque vous êtes disposée à suivre mes conseils, il faut nous hâter de prévenir les conséquences possibles de ce tragique événement. Aussitôt que vous serez un peu remise de vos émotions, nous allons retourner à Mercoire. Nous raconterons fidèlement à mon oncle ce qui s'est passé,
et certainement il saura donner à cette affaire le tour le moins défavorable. Votre oncle, le prieur de Frontenac demanda Christine, dont les traits se rembrunirent. Léonce remarqua ce changement. Ah, mademoiselle, reprit-il avec véhémence, vous conservez, je le vois, d'injustes préjugés contre cet excellent religieux, et c'est de l'ingratitude. Pourquoi persister dans cette aversion inexplicable contre tous ceux qui peuvent avoir autorité sur vous? Christine, je vous le jure, vous méconnaissez mon oncle. Il n'est pas rigoriste. Il est généreux, plein de charité chrétienne. Sa haute intelligence comprend et excuse les fautes quand elles sont expiées par le repentir. Confiez-vous à lui. Si vous saviez comme il trouve de bonnes paroles pour rasséréner l'âme troublée. J'en ai eu la preuve moi-même ce matin. Je suis venu à lui triste, malheureux, désespéré, et il m'a laissé fort, courageux, plein d'espoir. Je n'ai jamais douté, répliqua Christine froidement, de l'éloquence du révérend prieur de Frontenac. Mais, ajouta-t-elle d'un ton différent, comment vous, Léonce, aviez-vous besoin de ces consolations? Mademoiselle, ne me demandez pas, je ne pourrais vous dire. Sachez seulement qu'un mot de mon oncle a suffi pour opérer en moi des prodiges. En dépit de ma raison, j'avais rêvé un bonheur qui me semblait impossible, et le plus sombre abattement s'était emparé de moi. Le prieur vient de m'apprendre que mon espoir était légitime, que mon ambition n'était pas insensée. Aussi vais-je marcher à présent avec ardeur et constance. Je me sens plein de courage, et je ferai tout pour mériter le prix auquel j'ose aspirer. Léonce ne croyait pas que mademoiselle de Barjac pût soupçonner, au travers le vague et l'obscurité de ses paroles, quel était ce prix auquel il aspirait. Il oubliait que l'éclat de ses yeux, son accent, son geste trahissaient la vérité, et il ignorait que la femme la plus innocente est douée d'un merveilleux instinct pour pénétrer l'amour qu'elle a fait naître. Christine s'éloigna de lui par un mouvement vif, presque haineux. C'est qu'en effet, les perfides insinuations de la Roche-Boisseau se représentaient à sa mémoire. Elle se souvenait qu'on lui avait signalé une intrigue ourdie par les moines de Frontenac pour donner sa main au neveu du prieur, et toute sa fierté se soulevait à la pensée de cet abus de pouvoir. Aussi, bien que peut-être un sentiment secret l'entraînât vers Léonce, n'éprouva-t-elle que de l'indignation quand le jeune homme exposa, sous un voile transparent, ses candides espérances. L'expression de cet amour chaste et honnête, qu'elle eût peut-être écouté sans colère quelques heures plus tôt, avait excité une répulsion extraordinaire dans son esprit prévenu. Elle s'était levée, et sans regarder Léonce, elle dit avec sécheresse « Prenez garde, monsieur, que des espérances, même garanties par votre oncle, pourraient ne pas se réaliser. Le monde ne tourne pas aux caprices des moines de Frontenac, si opiniâtres et si rusés qu'ils soient. Peut-être s'en apercevront-ils bientôt. Mais allons, poursuivit-elle, il faut que je retourne au château, je me sens mieux. Quant à vous, faible comme vous l'êtes, vous ne pourriez suivre à pied mon cheval, qui, de son côté, ne consent pas volontiers à marcher au pas. Nous nous retrouverons à Mercoire. Eh bien, où donc est ce maudit animal? Morbleu, m'aurait-il faussé compagnie? Elle fit claquer son fouet et appela Bûche, mais Bûche ne se montrait pas. La fringante bête avait jugé à propos, en se voyant la bride sur le cou, de faire une promenade dans les bois pour son propre compte. Elle était partie pendant la conversation précédente, et elle finit, comme nous le savons, par rentrer seule au château. Christine fronçait le sourcil, frappait du pied, et donnait tous les signes d'une colère qui avait peut-être encore une autre cause que la fantaisie de son cheval. Léonce, ne comprenant rien à ce revirement subit dans le langage et les manières de la jeune châtelaine, s'était levée et offrait timidement ses services. Christine les refusa. N'importe, dit-elle, j'irai à pied, je connais les chemins. Ne vous dérangez pas, monsieur, je suis assez grande pour marcher seule, je pense, et en route j'aurai quelques ordres à donner. Vous êtes malade, blessé, vous pouvez prendre votre temps pour retourner à Mercoire. Léonce cherchait toujours, mais vainement, à déterminer avec précision la cause de cette vive irritation. Il demanda presque en tremblant. De grâce, mademoiselle, apprenez-moi comment j'ai eu le malheur de vous déplaire. Je ne saurais expliquer. Me déplaire, monsieur Léonce. Et comment, je vous prie, auriez-vous pu me déplaire? Vos affaires ne me regardent pas. En ce moment surtout, j'ai bien assez des miennes. Mais le temps menace de se mettre à la pluie. Rentrez bien vite au château. Je vais m'y rendre de mon côté. Christine, mademoiselle, je vous en conjure, permettez-moi de vous accompagner. Ces bois ne sont pas sûrs. Je ne vous parlerai pas si vous l'ordonnez. Seulement, je marcherai à vos côtés, et ah ça, tout le monde va donc se mêler de me tenir en tutelle.
Ventrebleu, j'ai pourtant prouvé aujourd'hui que j'étais capable de me protéger moi-même. Laissez-moi, monsieur, ne me suivez pas. Je vous défends de me suivre. Elle prit résolument le premier sentier qui s'offrit à elle et s'éloigna. Léonce n'osait bouger, mais quand elle eut disparu au détour du chemin, il ne put résister à ses inquiétudes. Il se mit à courir de toute sa vitesse pour essayer de la rejoindre, et la revit bientôt qui se glissait dans une haie bordée de houx et de coudriers. Mademoiselle de Barjac, s'apercevant à son tour qu'on la suivait, s'arrêta tout à coup, se retourna, et fit un geste si menaçant que le pauvre garçon demeura de nouveau cloué à sa place. Cependant, aussitôt que Christine ne fut plus en vue, le charme qui le tenait immobile au milieu du chemin se rompit encore. Il parcourut l'allée en courant, mais parvenu à l'extrémité, il ne retrouva pas mademoiselle de Barjac. Il s'engagea dans les sentiers qui coupaient en tous sens cette partie de la forêt. Nulle part il n'entrevit la forme svelte de la jeune fille. En désespoir de cause, il appela. Un écho moqueur répondit seul à son appel. Alors le neveu du prieur fut saisi d'un profond découragement, et s'appuyant contre un arbre, il versa d'abondantes larmes. Elle me fuit, murmura-t-il, et elle aime mieux affronter les dangers qui l'attendent peut-être dans cette solitude que d'accepter mon appui. Mon Dieu, comment ai-je pu l'offenser à ce point? Sans doute, imprudent que je suis, j'aurais laissé voir trop clairement mes vœux secrets. Et comme elle ne m'aime pas, comme elle ne veut aimer personne. Ah, mon oncle avait raison. Je ne devais pas tant me presser de me livrer à la joie, de considérer comme renversés les obstacles qui nous séparent. Voilà le plus terrible de tous, elle ne m'aime pas. Malheur sur moi, malheur sur moi. Il reprit, après un moment de silence. Je ne puis pourtant l'abandonner ainsi. Je veillerai sur elle de loin, à son insu, et quand je la verrai en sûreté, eh bien, que notre sort à tous deux s'accomplisse. Et il s'enfonça de nouveau dans les bois, oubliant que seul, sans armes, affaibli par sa blessure, et un bras en écharpe, il ne pourrait être d'un grand secours à la personne qu'il voulait protéger. De son côté, mademoiselle de Barjac n'était pas moins agitée. Cette impression nouvelle, qui venait de s'ajouter aux impressions déjà si vives de la matinée, avait porté au plus haut point la tension de ses nerfs, l'effervescence de son sang, le désordre de ses idées. Bien qu'elle effleurât d'un pied léger l'herbe des avenues, la tête lui tournait, ses oreilles bourdonnaient, les arbres environnants lui semblaient danser une ronde infernale. Cependant, l'obstination qu'on mettait à la suivre l'empêchait de ralentir sa fuite. Sa longue robe de soie serrée contre son corps, les lèvres pincées, elle courait le long des sentiers sans songer où elle allait. Mais quand elle ne vit plus Léonce, quand elle n'entendit plus ses appels, quand elle se sentit bien seule dans l'immensité de la forêt, cette surexcitation passagère tomba tout à coup, et elle éprouva le besoin de s'arrêter pour reprendre haleine. À quelques pas d'elle, une roche isolée, tapissée de lichens et de polypodes, ombragée de touffes d'églantiers, s'élevait sur le penchant de la colline. À la base de la roche se trouvait un petit enfoncement où il était facile de se cacher. Christine se dirigea vers cette retraite et s'y blottit, haletante, comme une biche aux abois. D'abord, elle ferma les yeux et demeura presque évanouie. Au bout de quelques minutes, elle se ranima, et se soulevant sur le coude, elle essaya de reconnaître où elle était. Au-dessous d'elle s'enfonçait un immense bassin presque circulaire, entouré de hautes montagnes, que dominait la cime majestueuse de la Monadière. La forêt occupait encore en grande partie cette espèce de vallée. Cependant, l'enveloppe d'arbres, se déchirant çà et là, laissait voir le fond vert tendre des prairies ou le pourpre sombre des bruyères. Vers le centre du bassin, dans un encadrement de joncs et de roseaux, un étang, ou plutôt une grande mare, étendait sa nappe d'eau immobile. Cette mare était bien connue des chasseurs de Mercoire. C'était là que les cerfs et les sangliers, poursuivis par les chiens, venaient habituellement se rafraîchir avant l'inévitable hallali. Sur le bord, à un quart de lieue environ de l'endroit où se trouvait Christine de Barjac, une maisonnette isolée était à demi cachée dans un massif d'arbres touffus. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, on n'apercevait pas d'autre habitation. Ces lieux, ordinairement tristes et solitaires, avaient, surtout en ce moment, un aspect grave, lugubre, qu'ils devaient à l'état de l'atmosphère. Tout présageait, en effet, que l'orage, qui se formait depuis le matin au sommet de la Monadière, allait se précipiter bientôt avec une indomptable fureur sur les contrées voisines. Le soleil avait disparu. Le dôme de nuages noirs et sinistres qui couvrait la montagne s'était démesurément élargi. Par intervalles, un grondement sourd, semblable au roulement lointain d'un chariot sur le pavé, sortait de cet amas de vapeurs menaçantes.
Les rochers décharnés qui servaient de couronnement à la monadière, le ravin du creux aux sangliers et le versant de la montagne jusqu'à la lisière du bois étaient maintenant invisibles. Cependant, par-dessous le voile sombre qui ceignait le paysage comme un linceul de mort, glissait encore un jour faux et blafard, dont le centre était un point lumineux situé à une immense distance sur la ligne de l'horizon. Christine, malgré le trouble de son esprit, ne pouvait méconnaître ces signes, et la conscience de sa situation lui revenait avec rapidité. Il est certain que les passions s'apaisent plus facilement en présence des grandes scènes de la nature, comme si dans ce cas elles sentaient mieux leur faiblesse et leur néant. Ce tableau grandiose agit plus sur mademoiselle de Barjac qu'aucune parole humaine n'aurait pu le faire. Ses idées fiévreuses commencèrent à se calmer, et elle songea sérieusement à chercher un abri contre la tempête imminente. Elle savait maintenant où elle était, et elle calculait qu'il lui faudrait 1 heure de marche pour atteindre le château. Malheureusement, bien avant 1 heure, la pluie, la foudre et les vents devaient se déchaîner sur les alentours. Il ne restait d'autre ressource que d'aller chercher un refuge à la maisonnette dont nous avons parlé, qui était la demeure du garde général Fargeau. Christine venait de s'y décider quand une circonstance nouvelle lui rendit toutes ses angoisses. Tapie dans sa cachette, elle entendait depuis quelques instants un froissement bizarre dans les taillis voisins. On marchait sur les feuilles sèches et l'on se frayait passage à travers les buissons. Tel était le silence en ce moment que Christine distinguait avec netteté le bruit que faisait le bois mort en se brisant sous les pas de cet être inconnu. Du reste, on allait et on venait comme si l'on eût suivi une piste. Le bruit partait tantôt de droite, tantôt de gauche, mais se rapprochait de plus en plus. Toujours frappée de l'idée que Léonce était à sa poursuite, Christine crut d'abord que le hasard avait conduit de son côté son opiniâtre protecteur, et elle se blottit de nouveau dans le creux de rocher. Mais bientôt un doute s'empara de son esprit. Était-ce bien Léonce qui rôdait ainsi autour d'elle? Levant la tête avec précaution, elle écarta doucement les branches et regarda. L'excès même de la frayeur l'empêcha de pousser un cri. Ce n'était pas une créature humaine qui la poursuivait, mais un animal énorme, au poil hérissé, à la langue rouge pendante sur ses crocs d'ivoire, à l'œil étincelant. Christine, fille et nièce des chasseurs les plus renommés de la province, avait trop d'expérience en vannerie pour ne pas reconnaître tout d'abord un loup monstrueux. Sans aucun doute elle avait là devant elle la bête formidable, si friande de chair humaine, qui avait échappé le matin même aux recherches de plusieurs milliers de chasseurs, et qu'on appelait la bête du Gévaudan. La pauvre enfant, malgré le courage qu'elle montrait dans les circonstances ordinaires, frissonna de tous ses membres. Cependant elle espérait encore qu'en demeurant cachée, elle ne serait pas aperçue du monstre. Immobile, retenant son haleine, elle observait avec anxiété chaque mouvement de son terrible ennemi. Le loup marchait à petits pas, le nez collé à terre, comme un limier bien dressé qui suit la trace du gibier. Comme le limier, il reniflait avec force de temps en temps. Parfois aussi, il s'arrêtait, flairant le vent. Il semblait que l'air lui apportât des émanations plus fraîches et plus abondantes de la proie qu'il convoitait. Mais bientôt, avec la sagacité merveilleuse de sa race, il revenait au moyen plus lent mais plus sûr de la piste, et portant de nouveau le nez contre terre, il se remettait en marche avec persévérance. Or, il faisait exactement les détours que Christine avait faits elle-même, peu de minutes auparavant, quand elle cherchait à se dérober aux importunités de Léonce. C'était donc elle que la bête avait éventée. C'était elle qui était l'objet de cette chasse effroyable où les rôles étaient si étrangement intervertis. Heureusement, mademoiselle de Barjac, en cherchant un endroit favorable à son dessein, était revenue plusieurs fois sur ses pas, enfin, avait emmêlé les voies. Cette circonstance embarrassa le loup, qui, en dépit de sa finesse, tourna assez longtemps dans le même cercle. Mais il ne pouvait tarder à reconnaître son erreur, à redresser le défaut, et alors quelques bonds lui suffiraient pour atteindre la pauvre enfant, récompense certaine de sa cruelle opiniâtreté. Christine, toujours attentive, voyait avec une terreur croissante la bête hésiter, réfléchir, comparer, comme si elle eût été sur le point de retrouver la trace perdue, quand un bruit nouveau s'éleva dans les buissons et parut inquiéter le loup lui-même. Les halliers s'écartant donnèrent passage à un homme qu'à son costume délabré, à sa physionomie bestiale, et surtout à ses sauts multipliés sur les mains, mademoiselle de Barjac reconnut aussitôt pour Jeannot Grandedent. Malgré sa querelle récente avec le vagabond insensé, elle ne pouvait se dispenser d'invoquer, dans ce péril extrême, l'appui d'une créature de son espèce, si dégradée que fût cette créature. Elle voulut donc se lever, mais la force lui manqua. Elle voulut crier, la voix expira dans son gosier.
Cette bête féroce qui allait et venait, la gueule béante, la fascinait, comme le serpent fascine le petit oiseau encore en sûreté sur la branche d'un arbre, mais qui se sent attiré par une force irrésistible. Pendant que la malheureuse Christine était hors d'état de céder elle-même, Jeannot Grandedent atteignit l'espèce de clairière où le loup tournait sans cesse, fort mécontent d'être dérangé. Il manifesta sa colère par un grondement sourd, en faisant claquer ses dents formidables. Mais Jeannot ne s'en émut pas. Que cherches-tu là demanda-t-il de sa voix rauque, en patois du pays. Ne sais-tu pas qu'il y a des chasseurs partout aujourd'hui? On sent leurs traces dans tous les fourrés. Allons, mon vieux, haut le nez. À quoi penses-tu donc de perdre ainsi ton temps? Christine était trop loin pour entendre distinctement ces paroles, mais elle éprouvait un étonnement inexprimable à voir l'apparente intimité qui régnait entre la bête du Gévaudan et le vagabond. Quelle affinité pouvait rapprocher ces deux êtres sauvages? Non seulement le loup n'avait pas fui à l'arrivée de Jeannot, non seulement il ne s'était pas élancé sur lui, mais encore il le considérait visiblement comme un compagnon et un allié. On eût dit pourtant que cette alliance de la brute et de l'homme était sujette à des crises très capables de la compromettre. Ainsi, en ce moment, le loup, de plus en plus mécontent de l'intervention de Jeannot dans ses affaires, redoublait de grognements. Jeannot, à son tour, prit un air fâché. Je te dis que tu es un imbécile et que tu perds ton temps, ajouta-t-il de sa voix enrouée. Mais puisque tu es si têtu, va, cherche. Tu trouveras sans doute au bout de la piste un chasseur qui te logera une balle dans le corps, et ce sera bien fait. Le loup, comme s'il eût dédaigné ses menaces, se remit en quête, tandis que Jeannot se retirait un peu à l'écart en haussant les épaules. Cette fois, l'imminence du péril rendit à Christine et la force et la voix. Elle se redressa, et sans savoir encore si l'intervention qu'elle allait invoquer ne lui serait pas plus funeste qu'utile, elle s'écria d'un ton déchirant. Jeannot, Jeannot, secourez-moi! L'insensé tressaillit, et le loup s'arrêta, une de ses grosses pattes en l'air. Jeannot cherchait vainement à découvrir d'où le cri était parti. En revanche, l'œil perçant de la bête se dirigea sans hésitation vers le rocher, et s'attacha sur mademoiselle de Barjac avec une fixité menaçante. Jeannot Grandedent, habitué à s'en rapporter à l'instinct plus sûr de son compagnon, le consulta du regard, et finit par remarquer à son tour la figure pâle de la jeune fille au milieu du feuillage. Une demi-minute environ fut employée à s'observer mutuellement, et l'on comprendra les angoisses de Christine pendant ce moment d'incertitude. Épouvantée de ce qu'elle venait de faire, elle n'osait plus ni parler ni se mouvoir. De leur côté, la bête et Jeannot demeuraient en place, l'air réfléchi, comme si chacun d'eux eût pesé le cas dans son fort intérieur. Le loup se décida le premier. Il poussa un petit hurlement de plaisir, promena sa langue sur ses babines, et se mit en devoir de monter gaillardement à l'assaut. Mais il avait compté sans Jeannot. Celui-ci, à la vue de cette manœuvre significative, coupa court aux réflexions qui sans doute s'enchaînaient péniblement dans son cerveau. Il se jeta devant la bête avec une joie frénétique. La demoiselle s'écria-t-il. Ah, tu avais bien senti, loup, mon camarade. Mais elle est à moi. Ne la touche pas. J'en sais une autre, je te la donnerai. Celle-ci, je la veux. Elle est méchante. Elle m'a maltraité. Maintenant, elle n'a pas de fusil. Je l'aurai, vois-tu, ou nous nous fâcherons. Le loup, animé par la présence de Christine, s'avançait avec ténacité, tantôt à droite, tantôt à gauche, pour passer outre, mais Jeannot déjouait ses ruses et lui fermait le chemin. La bête ne songeait pas à déployer ses forces redoutables. Toutefois, il pouvait être imprudent de fatiguer sa patience, car elle commençait à gronder plus fort et à darder sur son ami des regards qui n'annonçaient rien de bon. Jeannot ne tarda pas non plus à se mettre en colère. Je te dis que tu ne l'auras pas, reprit-il avec un geste impérieux. Je la guette depuis longtemps parce qu'elle m'a fait toutes sortes de misères. Je t'en donnerai une autre pour toi tout seul. Quant à celle-là, je la prends. Dussions-nous nous battre ensemble. Ah, tu grognes? Ah, tu te révoltes contre ton père, contre ton bienfaiteur? Crois-tu donc m'effrayer? Eh bien, je te le répète, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Christine n'entendait qu'imparfaitement ces paroles, mais il lui semblait sûr qu'elle n'avait aucun secours à attendre de Jeannot. Bien plus, déjà elle le craignait à l'égal de la bête elle-même. Aussi, profitant de l'espèce de conflit qui venait de s'élever entre les deux féroces compagnons, s'élança-t-elle lestement de sa retraite, et elle prit sa course avec une rapidité inconcevable vers la plaine. Au même instant, des rugissements furieux, des clameurs terribles, purent donner à penser qu'une lutte éclatait. Mais Christine ne s'arrêta pas pour s'en assurer. Aussi bien la lutte fut courte, et bientôt le calme se rétablit. Ce silence même redoubla les frayeurs de mademoiselle de Barjac. Sans doute ses persécuteurs, hommes et bêtes, allaient maintenant unir leurs efforts pour lui donner la chasse.
Elle croyait déjà les entendre dans les fourrés derrière elle, et elle courait toujours, franchissant les ravins, les buissons, les rochers avec une vitesse vertigineuse. Au bout de quelques instants de cette course effrénée, elle sentit que l'haleine lui manquait. Son cœur battait à briser sa poitrine, la terre se dérobait sous ses pas. Force lui fit donc de faire halte au pied d'un chêne. Ses craintes n'étaient que trop fondées. Le plus parfait accord régnait maintenant entre Jeannot et le loup, et tous les deux la poursuivaient avec ardeur. Jeannot descendait en bondissant la montagne, il agitait ses grands bras et livrait au vent qui commençait à souffler son inculte chevelure. Le loup venait un peu plus loin, le nez collé à terre, comme s'il eût repris la piste de la pauvre fugitive. Il marchait avec plus de lenteur, mais avec la certitude d'atteindre sa proie. Chaque seconde de repos que prenait Christine augmentait ses chances de salut, et d'ailleurs il lui fallait arrêter rapidement un plan de conduite. Aussi, malgré les démonstrations alarmantes de ses adversaires, ne se hâta-t-elle pas de repartir. Confiante dans son agilité, elle réfléchit au moyen le plus prompt d'échapper au péril. Les bois étaient toujours déserts. L'orage qui se préparait avait dû engager les nombreux chasseurs qui battaient la forêt le matin à se réfugier dans les habitations. Sans doute, Léonce, découragée, avait regagné le château. Christine ne pouvait donc compter que sur elle-même, à moins qu'elle ne parvînt à gagner la loge de la Mare, cette maisonnette isolée qu'on apercevait au fond de la vallée. Ce fut à ce parti qu'elle s'arrêta. Bien qu'elle n'eût jamais eu beaucoup d'affection pour Fargeau, la nécessité l'obligeait à chercher un asile dans la demeure de son garde. Cette résolution prise, elle se remit en marche. Les autres avaient beaucoup gagné sur elle pendant cette courte halte, mais elle ne tarda pas à les distancer de nouveau, et s'enfonçant dans le taillis, elle essaya de leur donner le change sur la direction véritable qu'elle suivait. Son stratagème réussit. À chaque instant, l'homme et l'animal féroce étaient irrésolus, comme s'ils avaient perdu sa trace. Cependant, comme il finissait toujours par déjouer ses ruses, elle entrevoyait avec terreur le moment où ses forces étant épuisées, elle se trouverait à leur merci. Elle atteignit ainsi la lisière du bois, à une centaine de pas de l'habitation du garde. Mais la loge était construite, comme nous le savons, sur un sol nu, découvert, et Christine, en le traversant, ne pouvait manquer d'être aperçue. Cependant, il n'y avait pas à hésiter. Le loup et Jeannot la serraient de près, et elle le croyait entendre par moments jusqu'au bruit de leur haleine. Il lui fallait donc déboucher dans la plaine, à la vue de ces deux formidables ennemis, qui pouvaient tenter un puissant et suprême effort. Comme elle allait quitter le dernier bouquet de bois, le ciel vint à son secours. Une bouffée de vent s'engouffra dans la forêt, dont toutes les branches se tordirent, dont tous les troncs craquèrent, une poussière épaisse, des mousses, des feuilles sèches furent enlevées en l'air. Au même instant, des éclairs éblouissants sillonnèrent la nue. Un coup de tonnerre ébranla la campagne, et de larges gouttes commencèrent à fouetter le feuillage des vieux châtaigniers. Cette subite perturbation de la nature devait frapper de stupeur toute créature vivante, mais Christine, obéissant à l'instinct de la conservation, se lança en avant avec courage. Ballottée par la tempête, aveuglée par la pluie, elle gagna la maison du garde, ouvrit brusquement la porte, qui n'était fermée qu'au loquet, et pénétra dans la loge avec un tourbillon de vent qui menaçait de renverser cette vieille construction. Un cri d'effroi partit de l'intérieur, mais Christine ne s'en inquiéta pas, et réunit toutes ses forces pour refermer la porte que l'orage repoussait avec violence. Elle y parvint, et put enfin se croire en sûreté dans la demeure, et sous la protection de gens à ses gages. Fin de la section 10.